ou à tout le moins à une panique. Comment faire pour être à la hauteur? Est-ce que je serai à la hauteur? Nous entendons ici par manager pas seulement les responsables aux très hautes fonctions que sont les ministres ou les directeurs généraux, mais aussi toutes les autres personnalités nommées à des responsabilités qui entraînent la réalisation d'un projet, l'atteinte d'un objectif et la gestion d'une ou plusieurs équipes. L'objectif assumé de nos échanges de ce jour est donc de trouver prétexte pour offrir en exclusivité porte menant à la compétence managériale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Et naturellement, sont ciblés les directeurs généraux d'entreprises publiques et privées, les directeurs adjoints, les middle managers, les directeurs de leur complémentarité, de sorte que on puisse avoir des profils différents, mais qui à la fin, on l'espère en tout cas, pourront se compléter. Nous aurons donc dans ce panel le professeur Tétanié Ekwe, ancien doyen de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé et actuel président du comité de gestion du centre de transfusion sanguine depuis 2021 au Cameroun. Il est par ailleurs consultant dans la gestion de plusieurs programmes de santé. Il est pédiatre de formation et a à son actif plusieurs publications scientifiques. Nous aurons également avec nous Madame Myriam Tolène, consultante à la double compétence en ressources humaines et en formation. Elle a exercé plus de 25 ans dans les secteurs de la logistique internationale, des télécommunications, de la Banque mondiale, des centres d'appel et des ONG humanitaires. Nous aurons le temps de la découvrir. Et naturellement, nous aurons sur ce plateau de notre webinaire le professeur Viviane Biwole-Ondoa, qu'on ne présente plus, ex-haut fonctionnaire de l'administration publique camerounaise, experte sur les questions de gouvernance et de promotion et promotrice du cabinet Obiv Consulting. Elle est donc enseignante-chercheur à l'Université de Yaoundé 2 à Soie, professeur associé à l'Université Yale University et plusieurs autres compétences que nous allons à nouveau découvrir. Pour ma part, je m'appelle Alain Blaise Batongué, je suis le directeur des affaires institutionnelles et réglementaires à Orange Cameroun, par ailleurs chef d'établissement de cette entreprise pour les régions du centre, du sud et de l'Est. J'ai été secrétaire exécutif du JICAM et j'ai été directeur de publication du quotidien Mutation, mais je suis aussi par ailleurs président du comité consultatif d'orientation du corps autonome de Kribi. Je rappelle à dessein ces profils parce que moi aussi, j'ai eu à m'écrire à plusieurs fois, à plusieurs reprises, au secours, je suis manager. Et donc, j'aurai peut-être à la fin de ce webinaire à partager quelques expériences personnelles. Rentrons déjà dans le vif du sujet et je voudrais introduire donc sur ce plateau la première panéliste du jour qui sera Madame Tolène, en tant que responsable de la formation et de l'accompagnement des gestionnaires. Elle a certainement eu vraiment des besoins qui sont souvent formulés au moment où elle est nommée et elle a envie de conduire à bien sa mission. Eh bien, Madame Tolène, je vous donne la parole pour partager un peu votre expérience en 20 minutes à tous nos internautes qui sont avec nous ce matin. Madame Tolène? Je vous donne la parole, Madame Tolène. Est-ce qu'il y a des soucis techniques? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'avais un petit souci Myriam, de son. Je commence à m'inquiéter. Je te donne la parole.
Alors, bonjour à tous. Je vais intervenir sur 4 points aujourd'hui. Les besoins les plus fréquemment formulés aux premières heures de la nomination, les compétences nécessaires lors de la prise de fonction, l'apprentissage traditionnel versus apprentissage en ligne et l'apport de la plateforme de formation en ligne fondée. Pour une prise de fonction efficace, le nouveau dirigeant va devoir très rapidement comprendre son nouvel environnement, clarifier ses missions et ses responsabilités et faire connaissance avec ses équipes. Et pour l'accompagner dans cette période, le responsable du capital humain devra s'assurer que le dirigeant fait l'objet d'un véritable onboarding, ce qui lui permettra de bien comprendre l'environnement dans lequel il va être, le poste et ses objectifs, et qu'il ait surtout une discussion franche et ouverte avec le responsable du capital humain afin de pouvoir exprimer les besoins en renforcement de capacité qu'il pourrait avoir pour réussir cette exprimer lors de la prise de fonction sont des besoins en prise de communication, en conduite de réunion, en management des équipes. Il s'agit de savoir mieux gérer la communication, améliorer sa prise de parole, être capable de gérer des conversations critiques. Ce n'est pas toujours évident d'aborder il y a des sujets souvent difficiles et quand on n'a pas cette expérience, ça ne va pas être facile, je dirais, de pouvoir gérer ces conversations. Il faut aussi savoir adapter son management à la personnalité de ses équipes, savoir gérer les conflits relationnels, améliorer la gestion du temps de ses équipes, être outillé pour une prise en charge efficace des projets qui sont déjà en cours. Ça revient très, très souvent, cette notion de gestion des projets en cours. Savoir rebondir, savoir utiliser tous les outils qui vont permettre, je dirais, de gérer des projets. Et bien sûr, ça revient très régulièrement, comment faire des réunions efficaces, que ce soit dans la fréquence, l'organisation, mais aussi le contenu. Alors, de ces besoins les plus fréquemment exprimés, on ressort un certain nombre de compétences managériales et organisationnelles qu'il faut à tout prix avoir ou alors acquérir rapidement pour faciliter la communication interpersonnelle, la prise de parole en public, la gestion des conflits relationnels, la gestion du temps, la planification, la gestion de projets et la conduite de réunions. L'entretien avec le responsable du capital humain doit aussi permettre de prodiguer des conseils aux dirigeants nouvellement nommés. Il est important dans cette période-là qu'il fasse vraiment preuve d'écoute, d'ouverture d'esprit et d'analyse. C'est ce qui va vraiment lui permettre de vite appréhender son environnement. Il va falloir user d'adaptabilité et d'engagement, ça c'est très important. Savoir tirer profit du partage d'expériences des dirigeants plus aguerris et connaissant mieux l'organisation. Et surtout, arriver à se dégager des créneaux de formation de 30 minutes à 1 heure, plusieurs fois par semaine, pour combler les gaps identifiés. C'est très important d'arriver à libérer du temps pour se former pendant cette période de transit. Le paradoxe dans cette période, c'est qu'en fait, on attend du dirigeant qu'il apprenne beaucoup et en même temps, il est attendu sur son travail quotidien. Alors, de plus en plus d'organisations essayent d'accompagner les collaborateurs en faisant un véritable onboarding ou des coachings à la prise de fonction. Malheureusement,
toutes les bonnes résolutions qu'on a à la nomination sont souvent abandonnées à cause de la complexité pour laisser du temps au niveau venu pour se former. Il y a les urgences quotidiennes qui souvent impactent sur le temps de formation qu'on lui laisse. Pour adresser les besoins en renforcement de capacité de nouveaux dirigeants, il y a deux solutions possibles. La plus traditionnelle, c'est les formations, ce qu'on appelle l'apprentissage traditionnel en présentiel, mais de plus en plus, avec le développement du e-learning ou apprentissage en ligne, il y a des organisations qui font appel à ce type d'apprentissage pour accompagner les nouveaux dirigeants. Je vais rapidement vous présenter, je dirais, les différences entre les deux types d'apprentissage. Quand on choisit de faire de l'apprentissage traditionnel en présentiel, l'entreprise va être dépendante du calendrier du prestataire et du lieu de formation. On ne choisit pas, ou alors si vous voulez une formation, elles ont toutefois un intérêt, c'est qu'elles permettent une meilleure interaction entre les participants. Ça permet vraiment un très bon partage d'expérience. Et elles conviennent plus particulièrement à des formations sur des techniques opérationnelles, sur des sujets pratiques. Pour ce qui est de la formation ou l'apprentissage en ligne, l'avantage, c'est que les supports de formation sont accessibles en tout lieu et à tout moment. Et comme on n'a pas à se déplacer, cela réduit beaucoup les frais de formation. Elles ont aussi l'avantage de plus de flexibilité. Le dirigeant va pouvoir se connecter et travailler selon son emploi du temps, quand l'emploi du temps le lui. Elles ont aussi, et ça, il y a des enquêtes qui l'ont prouvé, elles permettent une meilleure rétention des connaissances. Pourquoi? En fait, le collaborateur apprend à son rythme. S'il a besoin de passer plus de temps sur une partie du module, il le peut. Il peut revenir en arrière. Il peut décider de n'avancer que quand il a vraiment maîtrisé la notion précédente. Autre chose avec ces formations en ligne, elles sont plus dédiées, je dirais, pour adresser des compétences perçantes. Elles nécessitent d'avoir une bonne connexion à ordinateur, casque et Alors, déjà, première chose, pour l'apprentissage en ligne, évidemment, il est à distance, alors que l'autre se déroule hors ligne. Alors que l'apprentissage en présentiel, lui, nécessite qu'on se déplace et se fait à un moment précis. Le rythme est beaucoup plus flexible dans l'apprentissage imposé, dans l'apprentissage en ligne, on est tout seul face à l'ordinateur, alors que dans l'apprentissage traditionnel, on est avec des collègues et on a un formateur qu'on peut solliciter. L'apprentissage en ligne favorise donc un apprentissage traditionnel à l'avantage d'un vrai partage d'expérience. On peut vraiment échanger. La source d'information dans l'apprentissage en ligne, c'est le support. Vous n'avez pas forcément un formateur en face de vous, alors que dans l'apprentissage traditionnel, vous avez un formateur que vous pouvez solliciter, y compris sur des points qui sortiraient un petit peu du sujet du module. Dans l'apprentissage en ligne, l'interaction est limitée. Dans l'apprentissage traditionnel, il y a beaucoup plus d'interaction entre les formateurs et avec les collègues. Chacun de ces apprentissages a des avantages et des inconvénients. Mais si on revient à ce qui est le sujet de notre réunion de ce jour, c'est-à-dire la prise de fonction efficace pour un manager,
il faut reconnaître que c'est vraiment l'apprentissage en ligne qui me semble le plus adapté. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir se connecter et gérer son planning de formation en ligne comme on le sent. Et ce sont des formations courtes. A l'avantage de déjà adresser un certain nombre de compétences requises pour une prise de fonction efficace. On va en effet y trouver une formation sur la communication interpersonnelle de 3 heures, une formation sur les outils de planification d'une durée de 2 heures, une formation sur la gestion de projet d'une durée de 4 heures et une formation sur la conduite de réunion d'une durée de 5 heures. Vous voyez que ces durées ne sont pas très importantes et qu'elles permettront aux dirigeants de renforcer ses capacités. Je dois donc conclure mon intervention. Je dirais que, afin d'accompagner au mieux le dirigeant dans sa prise de fonction et d'adresser les besoins les plus souvent, je dirais, formulés, il faut vraiment que le responsable du Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup pour cette expérience importante que tu viens de partager avec nous. Par les nouvelles personnes nommées en termes de ce qu'il faut gérer rapidement. On a aussi vu les types de compétences nécessaires aux premières heures de la nomination. On a bien vu qu'il y a des offres désormais parce que le nouveau gestionnaire doit en même temps suivre les dossiers et se former pour améliorer ses compétences futures par rapport à la responsabilité qui vient de lui être confiée. Alors, je vais être assez exhaustif en introduisant le deuxième panéliste, qui est donc le professeur Tétani Ekwe, que beaucoup connaissent, qui traîne derrière lui une riche carrière de gestionnaire. Et je vais lui demander de prendre la parole pendant 20 minutes pour faire un témoignage de ce qu'il a vécu pendant les différentes responsabilités qu'il a eu à assumer. Qu'est-ce qu'il a fait aux premières heures de sa nomination à tous ces postes de responsabilité? Quel type de personnel il a trouvé? Comment il s'y est pris? Quelles sont les premières actions qu'il a posées? Et avec le recul, est-ce que c'était bien? Est-ce que ça s'est avéré négatif? Mais concrètement, comment il s'est organisé pour se performer? Et enfin, est-ce qu'il a crié au secours, je suis manager? Professeur Tétanier, je vous donne la parole pour 20 minutes. Merci beaucoup Alain. Je suis d'abord très heureux de pouvoir partager cette expérience modeste, je dois le préciser tout de suite, parce qu'elle s'adresse aux jeunes, elle s'adresse aussi surtout aux jeunes de la diaspora, et puis à ceux qui viennent d'être nommés. Mon parcours a été assez simple. Je suis médecin pédiatre, je suis professeur de pédiatrie émérite, et j'ai été nommé à l'hôpital central de Yaoundé comme responsable du service de pédiatrie de cet hôpital dans les années 87. Puis plus tard, j'ai été nommé doyen de la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1. Et plus tard, j'ai été nommé, et je le suis encore, président du comité de gestion du Centre national de transfusion sanguine. Pour rebondir sur vos questions, Alain, je dirais que une des angoisses quand on vient d'être nommé, c'est d'abord de se demander si on va faire face aux défis et aux enjeux qui vous attendent. Je ne voudrais pas vous
commencé avec à l'Université libre de Bruxelles, tant en médecine générale qu'en médecine tropicale et en pédiatrie. Je suis revenu au pays dans les années 81 pour assurer des postes à Bertois, à l'hôpital central du Yaoundé. Et puis, à cause d'un contentieux administratif avec le ministère de la Santé publique, un ministre de la Santé publique, j'ai été, je dirais, écarté de la gestion hospitalière, non pas par ma faute, mais pour des raisons tout à fait indépendantes de ma volonté. Mais ceci m'a donné la possibilité, étant donné que je n'avais plus de fonction à l'hôpital, de créer ma clinique qui s'appelle la Fondation médicale Frantz Fanon. C'est un défi qu'il faut partager. Je suis prêt à le partager avec vous. Et puis, dans ma retraite, maintenant, je suis obligé que la fonction d'un hôpital, c'est de lutter contre la mortalité. Donc, par conséquent, le défi est d'abord, je dirais, de coaliser vos collègues médecins qui sont de compétences égales, qui sont, comme vous, dévoués, mais d'essayer d'inculquer une discipline dans l'hôpital, notamment, par exemple, dans le rôle de garde, d'essayer de faire en sorte que les consultations soient assurées de façon extrêmement fidèle, éviter ce qu'on appelle la fuite des malades, le détournement des malades, et surtout de participer à la formation continue de vos collègues. Ce n'est pas une chose évidente. C'est pas une chose évidente parce que de l'autre côté, vous avez votre hiérarchie qui attend des résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est de voir le nombre de consultations qui augmente, c'est de voir le nombre de malades décédés dans votre hôpital ou bien qui diminue, et puis les plaintes des malades qui doivent diminuer. La gestion dans ce qui concerne l'hôpital, évidemment, n'était pas tout à fait du ressort, elle relevait du directeur de l'hôpital qui était lui responsable de la gestion financière des ressources humaines. Mais pour ce qui concerne les ressources humaines, j'étais particulièrement impliqué dans cette médecine. Le défi est autrement plus compliqué. Pourquoi? Parce que d'abord, vous avez un nombre d'étudiants assez important, vous avez 2000 étudiants, vous avez 150 à 160 essayants extrêmement capés, qui sont, comme vous, de compétences absolument incontestables, ils ont chacun sa notoriété, et vous avez comme doyen à, je dirais, animer des filières différentes, la filière médicale, la filière odonto-stomatologique et pharmaceutique. Donc, un des problèmes que rencontre un doyen de faculté de médecine, c'est de se dire, est-ce que je vais réussir à avoir suffisamment de charisme sur les étudiants? Est-ce que je vais pouvoir disciplines qui leur permettent d'acquérir des connaissances, des pratiques et des codes déontologiques et éthiques absolument compatibles avec leur mission? Et évidemment, comme doyen, vous avez à gérer un budget. Et je dois dire que là-dessus, on se sent tout de suite désarmé parce qu'on n'a aucune formation et on n'a que, je dirais, la loi, texte qui encadre la manière dont vous pouvez gérer. Il faut reconnaître que la manière dont le budget est confectionné est déjà une balise extrêmement simple à suivre. Lorsque vous ne voulez pas avoir de faute de gestion, très humblement, vous suivez les canons du budget qui vous est présenté. Et lorsque vous êtes honnête, quand vous avez un sens patriotique et lorsque vous avez suffisamment d'humilité pour aller demander à vos prédécesseurs et à ceux qui assurent des fonctions équivalentes leur propre expérience, généralement, vous armez d'outils qui vous assurent de ne pas créer trop de fautes. Évidemment,
comme on le disait tout à l'heure, vous avez quand même, en plus de cette nécessité de l'expérience, vous avez à réussir des enjeux qui vous regardent, à savoir que, par exemple, dans mon cas, il fallait faire une révision des curricula de formation médicale, de s'arrimer au système LMD, d'ouvrir des filières qui n'existaient pas dans la faculté de médecine avant que je n'y sois nommé, à savoir la filière odontostomatologique, la filière pharmaceutique, créer une nouvelle bibliothèque, créer à la faveur des budgets qui nous ont été accordés par le CDD, qu'on appelait à l'époque les fonds du CDD, oui, effectivement, de créer une nouvelle bibliothèque, de créer un bâtiment abritant un bloc de 12 laboratoires, créer, assurer la tutelle académique d'une autre faculté qui était celle de l'UDM, acheter des bus pour le transport des étudiants dans les zones de stage, acquérir des microscopes, acquérir du matériel de la filière odontostomatologique, une série de choses qui, pendant que vous vous souciez d'être un bon manager, sont des défis que vous devez absolument rencontrer et traverser et réussir. Je suis très content de pouvoir parler quand même de la nomination comme président du comité de gestion du Centre national de transfusion sanguine, parce que c'est quand même un enjeu, un défi. Prendre, je dirais, la route avec ce qu'on appelle le déficit en poche de sang. Nous avons un déficit de 400 000 poches de sang dont nous devons absolument sortir le pays. Vous savez que le Centre national de transfusion sanguine a reçu un très important budget qui lui permet de créer des centres régionaux à Yaoundé, à Douala, à Garoua, mais chacun sait que il faudrait beaucoup plus de centres régionaux à Bafoussam, à Ebolova, à Bertois, ainsi de suite, pour faire en sorte que le sang soit, une fois qu'il a été qualifié de sûr, soit accessible à toutes les populations des 10 régions. Donc, ça donne du tournis, autant d'enjeux, et vous inspirez en dehors de ce qui a été fait dans d'autres pays comparables aux nôtres. Je voudrais insister sur le fait que de l'expérience de la médecine, il ne faut pas hésiter à créer d'autres structures de santé. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur l'expérience d'entrepreneur agricole. C'est une coopérative agricole qui demande effectivement que j'apprenne, que je m'entoure de l'expérience d'agronomes, de collègues agronomes avec qui j'ai découvert un champ extraordinairement. Si je pouvais me résumer, Alain, je dirais que la chose importante quand on vient de filmer, c'est d'abord de connaître l'environnement dans lequel vous venez d'être nommé responsable. De connaître les textes qui régissent le fonctionnement de cette structure dont vous êtes responsable. De vous armer de
susceptible d'attirer à vous, je dirais, le concours et la sympathie de ceux qui vous entourent et ceux avec lesquels vous êtes appelés à gérer la structure. Et je crois que quand tout ceci baigne dans une certaine dose de patriotisme, on a de bonnes chances de s'en sortir avec un peu de réussite. Je ne suis pas sûr d'y être arrivé. Merci beaucoup, prof. La qualité du son s'est un peu dégradée au moment de votre conclusion. Je vais vous autoriser à la reprendre parce qu'on a encore un peu de temps sur votre crédit de parole. Et je vous, dans chacun des cas, quelles sont les premières initiatives que vous avez prises au-delà du bilan global de chacune de vos expériences? Et sur ces premières initiatives, est-ce que vous pensez qu'elles ont fini par être heureuses ou malheureuses? Oui, Alain, il faut dire que dans le premier volet, celui du champ médical, le premier défi, c'est d'abord, vous le comprenez, vous devez prouver vos compétences. Vous ne pouvez pas gérer les autres quand vous n'êtes pas compétent, et quand vous n'êtes pas disponible, et quand vous ne montrez pas, je dirais, du dévouement à vos malades. Ça, c'est la première chose. Et ça, vous l'apprenez. L'expérience dont on attend de vous, vous l'avez au quotidien. Mais vous avez besoin de vous former aussi au travers de ce qu'on appelle la formation continue. Et là, j'ai eu quand même la chance de pouvoir bénéficier de la chance d'aller me former grâce au stage et au séminaire de l'OMS, de l'UNICEF, de certaines organisations internationales, au contact desquelles j'ai pu, je dirais, accroître mes capacités et renforcer mes capacités. Maintenant, dans le deuxième volet, celui de la faculté de médecine, vous comprenez bien que la chose extrêmement importante là-dedans, c'est de montrer de la compétence. Vous savez, quand vous êtes doyen d'une faculté de médecine, vous gérez une dizaine de disciplines différentes qui partent de l'anatomie jusqu'à la chirurgie, en passant par la gynécologie, la pédiatrie. Vous devez être capable de suivre et de pouvoir monitorer chacune de ces disciplines et pouvoir être capable de détecter tout de suite les insuffisances qu'il y a dans la formation. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous faites dans une faculté de médecine? Vous formez de jeunes médecins, vous leur inculquez de bonnes pratiques et vous faites en sorte qu'ils soient imbus des grandes valeurs de la médecine sur lesquelles je ne voudrais pas revenir. Je crois que ceci est extrêmement important pour un doyen, de garder cette ouverture sur la plupart des disciplines qu'il a à aller voir l'expérience d'autres établissements de formation. J'ai eu heureusement la chance de visiter un grand nombre de facultés et d'établissements de formation en Afrique du Nord et aux États-Unis et en Europe. Ça confère un paquet de capacités qui vous permettent de gérer ce qu'on appelle la faculté de médecine. Maintenant, si vous voulez connaître mon expérience de président du comité de gestion du Centre national de transfusion sanguine, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que je fais actuellement et que je suis dépendant. Vous devez comprendre qu'un président du conseil d'administration ne gère pas directement. Il est là pour superviser, pour assurer la vision
de l'institution. Et la grande difficulté ici, c'est de faire en sorte que la tutelle qui observe cette institution soit à tout moment contente de voir les performances de cette institution. Et dans le cas d'espèce, je vous avoue que le défi de diminuer le déficit en sachets de sang dans la population, le souci d'inculquer la mentalité du don du sang dans la population, en dépit de la prévalence de tous les préjugés négatifs sur le don du sang, constitue des enjeux extrêmement importants. Et j'ai envie de dire que comme cette institution est nouvelle dans le pays, nous sommes obligés d'aller voir ce qui a été l'expérience d'autres pays africains et d'autres pays hors du continent qui ont fait l'expérience de ce qu'on appelle la transfusion sanguine. J'espère avoir répondu à vos questions, cher Alain, mais bon, j'imagine que vous en avez d'autres à me poser. Est-ce que la communication est passée un peu mieux? Est-ce que le son est passé? Oui, on vous suit. Peut-être un dernier mot avant qu'on ne passe à la troisième intervention de notre webinaire. Oui. Juste un dernier mot pour conclure. Ben, le dernier mot, c'est que je pense que la force d'un nouveau responsable, c'est de s'armer de courage. De s'armer de courage, d'humilité et d'une capacité à s'ouvrir aux autres et à renforcer ses propres capacités de management. Et j'allais terminer en disant, il faut aimer son pays. Il faut vraiment aimer son pays pour en faire quelque chose d'admirable et d'enviable. Je terminerai par là. Merci beaucoup. On s'est bien enrichi de votre expérience, de votre parcours et de ce que vous avez rencontré et tout au long des différentes responsabilités qui vous ont été confiées. Alors, je vais me tourner maintenant vers le professeur Ondoa Biolé. Professeur, vous avez écouté Myriam Tolène en tant que responsable de formation et d'accompagnement des gestionnaires qui a partagé quelques éléments qui reviennent régulièrement dans son expérience à elle. Vous venez d'écouter le professeur Tétani Ekwe qui raconte tout ce qu'il a traversé, les initiatives qu'il a souvent prises, mais l'expérience dont lui s'est enrichie tout au long de ces différentes responsabilités qui lui ont été confiées. Alors, en vous donnant la parole, je suis à l'aise parce que vous avez déjà élaboré sur cette thématique. Vous avez, je l'ai rappelé en introduction, produit un ouvrage consacré à la question. Et aujourd'hui, je voulais vous demander quelles sont les premières attitudes que vous avez observées des gestionnaires lorsqu'ils sont nouvellement nommés et finalement, est-ce que vous avez quelques astuces? Peut-être que les 5 astuces viendront de vous précisément pour dire concrètement ce qu'il faut faire pour espérer s'en sortir. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Alain Blaise. Je voudrais, en prenant la parole, dire merci à tous ceux qui sont connectés. Effectivement, lorsque j'ai suivi Madame Tolin et puis le professeur également, je voudrais dire qu'il y a des éléments supplémentaires qui viennent s'ajouter à ce qu'on avait déjà constaté. Et je voudrais dire que leurs interventions me permettent effectivement de pouvoir structurer mon propos en deux points. Peut-être intéressant de partager avec vous. Les premières réactions, nous qui avons eu l'opportunité d'observer aussi bien les ministres, les directeurs généraux, les directeurs intermédiaires, etc. Et ça, c'est vraiment une observation concrète. Il y a des attitudes qui ont attiré notre attention, quelques interrogations également
qui ont pu émerger de ces attitudes-là. Et le deuxième propos va porter effectivement sur les astuces. Pourquoi les astuces? Parce que nous avons constaté que ces attitudes-là, ces réunions, en réalité, sont parfois l'expression d'une incompétence managériale. Et les astuces vont permettre justement d'identifier quelques compétences quand le faire et comment. Donc, autant de questions qui apparaissent, qui émergent et qui pourraient effectivement perturber le nouveau gestionnaire. Alors, qu'est-ce qu'on a observé face à ces questions-là? Nous avons observé, et ça c'est vraiment une observation participante, certains gestionnaires, lorsqu'ils arrivent, demandent à s'informer rapidement des fautes de gestion récurrentes. Alors, certains demandent à leurs collaborateurs nouveaux de leur apporter les rapports de la CONAC, savoir ce qu'il faut éviter et surtout ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on prend des décisions. Ça, c'est un premier comportement qu'on a observé. Le deuxième comportement qu'on a observé, c'est que certains appellent leurs proches pour leur dire que, bon, désormais, je suis là, j'ai besoin de personnes de confiance, de personnes loyales. On a entendu certains ministres dire qu'il y a certains postes qui devraient avoir la couleur du ministre. Et vous suivez là très bien mon regard, c'est très souvent le poste de gestionnaire des finances. Ce qu'on appelle dans nos ministères les directions des affaires générales et dans d'autres structures les directions des affaires financières, parce qu'on estime qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de proximité, j'ai envie de dire d'affinité, voire de complicité entre le gestionnaire et ce responsable-là. Ça, c'est un deuxième comportement qui a attiré notre attention. Le troisième, c'est que très tôt, lorsque vous êtes nommé, parfois vous avez des journalistes qui accourent et on vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire. Et tout de suite, vous attendez les gestionnaires et même les premières priorités. Alors, vous avez suivi le professeur Tétanier tout à l'heure. Tout de suite, vous savez, du corps médical, quand il arrive, il connaît bien le problème de ses collègues, il faut résoudre le problème des collègues, il connaît bien le problème médical qui est posé, il faut les poches de sang. Donc, tout de suite, le gestionnaire a entre ses mains un ensemble de préoccupations qu'il peut appeler priorité. Et très souvent, lorsque vous suivez les premiers discours des gestionnaires, c'est en train de dire, oui, il faut que je promeuve mes collègues, il faut qu'on ait des poches de sang. Donc, tout de suite, on rentre dans l'opérationnel, on rentre dans la résolution des problèmes parce qu'on les connaît. Et c'est souvent curieux. Moi, je voudrais indiquer que nous avons eu la nomination récemment d'un directeur général il y a 2 semaines. Et moi, j'étais très curieuse de savoir ce qu'il va dire à sa première prise de parole. Il a fait une déclaration dans le Cameroun Tribune et il a dit, voilà, je viens d'être nommé. Je sais que j'ai de grands défis, mais vous savez, c'est une structure en création, il me faut un organigramme, il me faut un immeuble siège, il me faut... Donc, tout de suite, le gestionnaire émet un certain nombre de priorités. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? On le verra tout de suite. Alors, quatrième comportement, et ça, c'est très courant dans certaines structures, vous allez voir les gestionnaires qui viennent d'arriver s'éloigner des fidèles des gestionnaires précédents. Pourquoi? On n'en sait rien, mais c'est un comportement qu'on a observé dans nos administrations. Et vous allez vous rendre compte que les périodes de nomination ou d'attente de nomination sont souvent des périodes de psychose extrême. On voulait savoir qui va perdre son poste. Et très souvent, ceux qui étaient proches du précédent gestionnaire savent que leur sort est quelque peu scellé. Et lorsque le nouveau gestionnaire arrive, parfois il n'attend pas et puis les nominations sont engagées. Ça, c'est également un comportement qu'on a observé. Autre comportement que nous avons observé, et ça, c'est pour les gestionnaires frileux, parce que vous allez vous rendre compte que les gestionnaires ont des personnalités différentes. Et les comportements sont parfois également à leur adversion vis-à-vis d'un certain nombre de choses, et là, principalement, vis-à-vis du risque. Vous allez observer que certains gestionnaires vont déléguer leur signature au N-1, simplement pour leur donner la possibilité d'abord de comprendre ce qui se passe. Donc, ils ne veulent pas tout de suite avoir accès au parapheur, surtout ils ne veulent pas commettre de fautes. Et ils demandent justement N-1, parfois qui est dans la structure avant lui ou avant elle, de pouvoir prendre toutes les décisions pendant à peu près 1 semaine, 2 semaines, le temps de lire que les parapheurs. Ça, nous l'avons également observé et c'est un comportement assez curieux. Autre chose que nous avons également observé, c'est que certains gestionnaires, lorsqu'ils arrivent nouvellement, ils décident de recevoir tous les collaborateurs les plus proches. Alors, c'est l'appel qui est lancé, vous le recevez, vous émettez vos priorités, vous leur dites ce que vous faites, comment se comporte la maison. Dans tous les cas, le gestionnaire est très attentif, il écoute et parfois il prend des notes. Et très souvent, il se fait accompagner, soit de son secrétaire particulier ou alors de son assistante. On estime qu'après toutes ces rencontres, il fait certainement le point pour identifier finalement ce qu'il peut retenir. Donc, c'est également une pratique qui a été observée. Autre pratique, et c'est l'avant-dernière, c'est que nous avons observé que certains gestionnaires vont appeler le plus ancien collaborateur et le plus proche.
de l'ancien gestionnaire pour l'aider à traiter les paraffeurs parce qu'il estime qu'il ne doit pas déléguer sa signature. Donc, dépendamment de son aversion face au risque, ces gestionnaires-là vont effectivement décider d'attaquer les dossiers et pour le faire, ils vont se faire accompagner soit d'un collaborateur plus ancien ou alors un collaborateur qui maîtrise bien le métier et qui pourra donc lui expliquer les enjeux de chaque dossier. Mais pourquoi l'ancien aussi? C'est parce qu'il connaît aussi la culture organisationnelle et toutes les préoccupations sociopolitiques. Donc, il peut être également bon souffleur. Alors, le dernier comportement ou la dernière attitude que nous avons observée, que nous voulons partager avec vous, c'est que très souvent, les gestionnaires qui viennent d'arriver décident aussi de la hiérarchie. Et donc, ils vont rencontrer le N+1 pour recevoir des instructions. C'est une bonne attitude probablement, parce que vous savez, le lien de subordination reste quand même le premier critère de la relation contractuelle. Et très souvent, les gestionnaires, surtout dans l'aspect public, évite de prendre des risques et finalement, dans un premier temps, d'abord de rester très, très obéissant et d'aller prendre des instructions. Et vous allez observer que très souvent, ce sont les premières instructions qui sont exécutées. Alors, ce qu'on pourrait dire lorsqu'on observe ces 8 attitudes qui ne sont pas exhaustives, comme je vous le disais, c'est que ces attitudes laissent en réalité planer une sorte d'insécurité, une sorte de fragilité, une sorte de vulnérabilité. J'ai envie de dire, il faut être un peu dur. En réalité, ce sont des attitudes qui expriment une sorte d'incompétence fragile. Parce que ce qui se manifeste là, c'est que le gestionnaire qui vient d'arriver ne sait pas par où commencer. Et donc, l'objectif de la deuxième partie de mon propos vise effectivement, très modestement, à indiquer 5 astuces vraiment élémentaires, j'ai envie de dire, indispensables aux premières heures de la nomination pour éviter, de perdre la face. Vous avez entendu le professeur Tétanier parler tout à l'heure de compétence. Il faut montrer qu'on est compétent. On a souvent l'impression même que quand le gestionnaire arrive, dans tous les cas, il faut que tout le monde comprenne qu'il comprend tout. Bon, dans tous les cas, c'est un sentiment qui l'anime. Vous avez suivi Mme Tolin dire également que c'est une préoccupation importante et de ce point de vue, il faut maîtriser un certain nombre de compétences, il faut communiquer, il faut tenir des réunions. On communique sur quoi? En réalité, les gestionnaires très tôt veulent démontrer à leurs collaborateurs que même s'ils n'ont pas forcément la compétence, si c'est le cas, ou bien quand ils l'ont, d'abord c'est le plus méritant. Parfois, il faut le dire également, quand on arrive au gestionnaire d'une structure, parfois quand on a brillé déjà dans son métier technique, mais ce qu'on oublie, c'est qu'en tant que gestionnaire, on ne vous demande pas d'être un bon médecin, on vous demande d'être un bon gestionnaire. Donc, l'erreur, surtout à ne pas commettre, c'est de vouloir être un bon opérationnel ou tout au moins présenter des compétences techniques. L'enjeu n'est plus là, le challenge n'est plus là, vous êtes désormais manager. Alors, la première astuce, et c'est une astuce que je partage avec les précédents orateurs, c'est qu'il faut comprendre son environnement. En fait, vous atterrissez dans une planète et en gestion, cette planète s'appelle l'organigramme. Et dans cet organigramme, il faut bien savoir où est-ce que vous vous situez. Alors, quand vous êtes à la tête de l'organigramme, et j'ai bien aimé la différence que le professeur Tétanier a faite entre le président du conseil d'administration et le directeur général, disons que là, le conseil d'administration, c'est vraiment l'instance d'orientation, ils ne sont pas à l'opérationnel, mais si vous êtes directeur général, sachez que vous avez la responsabilité d'assurer les résultats de la structure. Il peut arriver que vous soyez un directeur intermédiaire, un chef de service ou un chef de bureau. Le plus important, c'est donc de savoir que vous atterrissez dans une planète. Et cette planète-là a un ensemble, j'ai envie de dire, d'occupants. D'accord? Il est bon donc de comprendre comment fonctionne l'organisation. Alors, moi, j'insiste là-dessus parce que très souvent, nous ne sommes pas tous formés à la gestion. Et malheureusement, la gestion est un métier. Et donc, de ce point de vue, il faut savoir que vous avez des relations hiérarchiques et des relations fonctionnelles avec les uns et les autres. Donc, il faut non seulement comprendre la complexité de l'organisation, parce que vous savez, l'organisation, c'est l'art d'organiser. Hein. Ça veut donc dire qu'il y a des relations avec des personnes. Et j'ai envie de dire qu'il y a des relations qui sont spécifiques. Si vous prenez certains modèles de lecture de l'organisation, on va vous dire qu'il y a des postes qui sont sur la ligne, donc qui sont dans le cœur du métier, et il y a des postes qui viennent en staff. Donc, vous devez être conscient de ce que les postes ne jouent pas le même rôle. Mais maintenant, comment ces postes sont connectés, ça, c'est une préoccupation importante. Et à la suite de cette préoccupation, il faut surtout savoir quel est le vôtre, quel est votre poste et quelle est votre limite territoriale. Parce que vous voyez, la crainte que les gestionnaires ont souvent à commettre des fautes de gestion, c'est qu'ils ne savent pas ce qui leur est autorisé, ce qui leur est interdit. Et donc, pour le savoir, il faut indiquer clairement quelles sont les missions du poste, mais ça ne suffit pas. Quels sont les clients du poste?
quelle est la hiérarchie du poste. Dans tous les cas, il faut donc bien dessiner son poste de travail et identifier autour du poste de travail l'ensemble des personnes qui y gravitent. Et vous avez des personnes à l'interne et puis vous avez également des personnes dans l'environnement. Alors, l'erreur souvent qu'on commet, c'est de se contenter de l'interne, c'est de savoir, OK, j'ai mon N+1, j'ai mes pairs et puis j'ai mes collaborateurs. Mais non, l'organisation existe pour offrir des services. Et vous avez entendu tout à l'heure que nous voulons des poches de sang. Ça veut dire, on dit que la préoccupation peut également être, mais qui va bénéficier de mon service à l'extérieur? Ça, il faut l'identifier. Et donc, la compréhension de l'environnement dont parlaient les prédécesseurs tout à l'heure, c'est la maîtrise de l'organigramme. Mais ce qui est davantage important, vous allez voir, lorsque vous arrivez, lorsque vous êtes nommé, on va vous tendre votre acte de nomination. C'est un outil intéressant, mais ce n'est pas un outil descriptif. L'outil va rappeler les missions, quand c'est bien décrit parfois les objectifs, mais après, il faut bien dessiner ce fonctionnement. Parfois, vous arrivez, vous avez dans l'organigramme. L'organigramme est dessiné, c'est souvent très intéressant. Parfois, vous voyez derrière le gestionnaire, il y a un diagramme qui apparaît, mais il faut savoir que ce diagramme a un contenu précis. Lorsque vous avez les traits fins, les traits continus, vous savez que ce sont des liens hiérarchiques. Les traits en pointillés, ce sont des liens fonctionnels. Parfois, vous avez des liens obliques également qui présentent les relations fonctionnelles entre les structures qui ne sont pas au niveau hiérarchique de façon dépendante. Et donc, lire l'organigramme est une compétence. Deuxième astuce, il faut faire le point des résultats. En réalité, lorsque vous n'héritez pas d'une structure nouvelle, vous arrivez et vous trouvez le train à une certaine gare. Il faut donc savoir quelles sont les gares antérieures et quelles sont les gares qui vont suivre. Et donc, il faut absolument faire le point des résultats. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on allait? Si, par exemple, nous avions l'ambition de partir de Yaoundé pour Douala et nous sommes à Boumié-Bel, il faut savoir que nous avons encore 2 ou 3 ou 4 stations. Et donc, il faut faire le point des résultats. Nous avons un besoin qui est exprimé dans l'environnement. C'est pour ça que l'organisation existe. Si on prend le cas de la transfusion sanguine, on a entendu, on a autant de postes, de poches de sang. Alors, quel est l'état des lieux? Quel est le diagnostic? Et finalement, heureusement, dans certaines administrations, nous avons des documents de planification qui existent. Madame Tolin insistait sur le fait que lorsque vous arrivez, vous avez beaucoup à lire, vous devez beaucoup vous informer. Et là, vous devez lire les documents d'orientation stratégique. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui a été fait? Et qu'est-ce qui reste à faire? Mais bien évidemment, vous devez analyser les documents d'encadrement juridique. Parce que pour poser l'action, il faut bien avoir quels sont les encadrements. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Je ne voudrais pas minimiser l'importance des encadrements, mais je voudrais quand même insister sur le fait que dans nos environnements, les gestionnaires accordent trop de temps à l'encadrement juridique parce qu'ils ont peur d'aller en prison. En réalité, ils ont peur d'aller en prison parce que, pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'il y a un souci d'appropriation des outils budgétaires. Ça, c'est indispensable. Mais vous avez un comptable, vous avez un analyste financier, il faut vous en servir. Mais au moins, vous devez comprendre au moins et pouvoir lire les états financiers. Quelles sont les cohérences dans les états financiers, vous devez les savoir. Mais vous avez un comptable qui peut vous apporter l'information. La deuxième raison aussi, c'est que, excusez-moi de le dire avec mon ton, c'est que si vous êtes très préoccupé par votre intérêt personnel, vous serez très porté également rapidement vers les éléments logistiques et les encadrements juridiques en termes de marché, en termes de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au niveau de la gestion budgétaire. Cette préoccupation va vous bouffer du temps et vous allez perdre l'orientation qui est attendue de vous en ce qui concerne la transformation des résultats. Et donc, ce que moi, je voudrais dire au niveau de la deuxième astuce, c'est que cette astuce indique qu'il faut lire, il faut identifier clairement. Après un audit, d'autres font des audits, d'autres font des analyses de documents pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Et pour le faire, il faut savoir qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, quels sont les différents process qui existent, quelles sont les manières de procédure disponibles, comment est-ce qu'on doit répartir les tâches, etc. Troisième astuce, faire le point des ressources humaines et de l'irréputation de l'entreprise. Alors là, j'adore cette astuce. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un environnement, je vais demander pardon à ceux qui sont à l'étranger, mais dans notre environnement, en ce qui concerne les ressources humaines, on va se rendre compte que autant nous mettons de l'accent au niveau de la planification des résultats, autant nous ne menons pas une réflexion d'une égale importance en ce qui concerne les ressources humaines qui doivent accompagner cette planification. Mais bien plus encore, parfois nous nous contentons des nominations fantaisistes, finitaires. Il faut savoir qu'en réalité, c'est ce qui plombe le résultat. Nous avons un outil dans l'administration publique qui est certainement un outil intéressant, l'équilibre régional. Mais retenons que le lieu ne crée pas le lien. Ce n'est pas parce qu'on est la même région qu'on va forcément s'entendre et que finalement, les responsabilisations autour
de la communauté peuvent être un frein si c'est mal géré et peut-être un levier si c'est bien géré. Mais toujours est-il que la question des ressources humaines est une question indispensable. Lorsqu'un gestionnaire arrive, une fois qu'il a fait le point des résultats, il faudrait qu'une analyse d'égale importance soit faite pour les ressources humaines. Est-ce que nous avons les ressources humaines en quantité et qualité nécessaires pour atteindre ces résultats? Si la réponse est non, il y a des ajustements à faire. Si la réponse c'est oui, on passe à l'action. Alors, ce qui est intéressant, vous allez voir, hein, tous les gestionnaires, quand ils arrivent, ils veulent bien procéder aux nominations pour indiquer qu'il y a un nouvel ordre qui est arrivé. Bon, c'est peut-être une bonne chose, mais il faut savoir que ce sont des actions qui sont des actions stratégiques qui ont des impacts également au niveau des résultats. De manière parfois aussi très amusante, vous entendez dire qu'il faut assumer le pouvoir. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on va assumer le pouvoir? Très souvent, on va bouger ceux qui sont considérés comme étant les caïds ou alors ceux qui ont la compétence pour leur prouver que... Bon, est-ce que le gestionnaire a besoin de tout ça? Non. La question ici, ou la préoccupation, c'est de dire cette analyse est une analyse technique intéressante, vous pouvez vous faire accompagner, ou alors si vous avez des compétences à l'interne, vous pouvez le faire. Pourquoi j'insiste là-dessus? J'insiste là-dessus en vous donnant un seul exemple. Récemment, nous avons mené un audit dans un programme. Pour des raisons de pudeur, je vais taire le programme, mais je vais quand même partager avec vous le résultat auquel nous sommes parvenus. Il s'agissait en réalité d'apprécier les profils de certains postes, parce que les profils de postes existent très souvent, par rapport à leurs occupants. Et on s'est rendu compte que sur 33 postes très techniques, et j'insiste là-dessus, très techniques, sur 33 postes, on avait à peine 12 qui avaient le profil pour occuper le poste. Et vous imaginez, 12, ça ne fait même pas la moitié. Avec ce type d'audit, faites sûr que vous allez plomber le résultat. Alors, ce qui était davantage intéressant pour revenir au rôle du gestionnaire en ce qui concerne les ressources humaines, c'était de constater que ces personnes ont été nommées par les responsables hiérarchiques et donc qui ont volontairement ou involontairement, on n'en sait rien, violé un principe indispensable en gestion, à savoir avoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, lorsque vous, le gestionnaire, vous violez ce principe, en réalité, vous violez les résultats. Et donc, de ce point de vue, vous hypothéquez le résultat. Bien évidemment, en ce qui concerne les réputations de plus en plus, hein, on parle du digital. Vous savez, il y a des violences digitales, il y a de la cybercriminalité. Dans tous les cas, il y a une image réputationnelle également que l'entreprise traite. Très souvent, il est question de faire le point de toutes tes pages web, de savoir comment est-ce qu'on communique, de savoir à qui et quelles sont les cibles qui nous intéressent. Dans tous les cas, c'est également une compétence technique à avoir. Donc, faire le point des ressources humaines et le point également des outils digitaux et de l'irréputation de l'entreprise. Quatrième astuce, une fois qu'on a fait le point, en réalité, il faut bâtir finalement son programme. Lorsque vous êtes nommé, vous venez pour apporter un changement. Et apporter un changement, c'est faire passer l'entreprise ou le projet du point A au point Z, au meilleur des cas, bien sûr, ou alors, disons, au moins au point F. Et donc, de ce point de vue-là, il faut donc avoir un projet que vous allez élaborer, que vous allez vendre à vos collaborateurs, que vous allez vendre à l'ensemble des parties prenantes et qui est un projet qui va donc constituer en réalité votre feuille de route. Alors, très souvent, on utilise les éléments de feuille de route, plan d'action. Dans tous les cas, il faut avoir un outil qui permette effectivement de mener l'action. Alors, ce qui est intéressant à ce niveau, c'est de dire que les responsables au niveau le niveau intermédiaire sont indispensables à l'action. Et vous le verrez tout à l'heure, la cinquième astuce. Lorsque vous êtes un responsable intermédiaire, en fait, vous préparez la décision du responsable hiérarchique. J'ai envie de vous dire que si vous êtes mal entouré, vous allez prendre de mauvaises décisions. Alors, de ce point de vue, prendre les commandes veut dire élaborer un projet de transformation. Vous êtes là pour produire un résultat. Ce projet ne doit pas être un projet informel. Il doit être bien structuré. Le problème à résoudre doit être clair. Les ressources pour résoudre le problème doivent être identifiées. Et puis, on doit pouvoir cadencer les résultats. Ça, là, l'outil projet est un outil indispensable pour indiquer en réalité pourquoi vous êtes là. Quels sont les résultats que vous allez apporter. Et donc, de ce point de vue, vous avez un projet qui peut être au plan technique très élaboré. Très souvent, la formulation intéresse vos collaborateurs à l'interne ou alors vos banquiers. Mais il y a également une formulation marketing qui vous permet de vendre le projet auprès de la population, auprès des bénéficiaires. Si nous prenons le cas de la transfusion sanguine dont parlait le professeur Tétanier, pour que je vienne donner mon sang, il faut bien que j'ai envie. Il faut bien que je me déplace. Et donc, si on nous vend un projet autour d'abord de l'ampleur du problème, du risque que l'on court si on ne donne pas du sang, tout de suite, les gens vont embarquer, mais surtout si on apporte la preuve qu'en réalité, au plan éthique,
tout sera respecté, là encore, on va augmenter les chances de faire adhérer le plus grand nombre. Donc, vous savez votre projet qui peut avoir deux formulations, une formulation très technique pour l'interne, pour les banquiers, pour les gens qui doivent vous accompagner au plan de la fourniture des ressources, et puis une formulation également marketing pour les gens qui doivent adhérer, la société qui accueille également votre entreprise. Et donc, vous devez conduire votre projet avec leadership et surtout, l'idée ici, c'est de pouvoir agir avec impact. Alors, le leader, en réalité, moi, je voulais vous dire, le manager, ce n'est pas celui qui donne les ordres. Très souvent, lorsque vous arrivez, surtout dans notre environnement, le leader a du muscle. Parfois, c'est pour ceux qui ont déjà rencontré le professeur Titani, les grands, les costauds. Dans tous les cas, sa carrure seulement impose le respect. En réalité, la carrure, c'est peut-être bien, le charisme, c'est bien, mais il faut savoir que le leader est là pour faciliter l'action. En réalité, il doit s'assurer que tous les collaborateurs et même les partenaires sont dans les conditions idéales pour atteindre les résultats. Et donc, de ce point de vue, il y a une notion que l'on connaît de plus en plus, c'est qu'en réalité, un leader n'est pas l'homme le plus beau, le plus grand, c'est l'homme qui a les plus bons followers. Donc, la qualité du leader va dépendre de la qualité de ses collaborateurs. Moi, je voudrais insister là-dessus parce que, vous voyez, le lien avec les nominations. Si vous avez des gens que vous choisissez qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas loyaux, qui ne sont pas motivés, sachez que vous allez prendre de mauvaises décisions. Et donc, de plus en plus, et vous savez, le leader charismatique, ça fait longtemps, on n'en parle plus. Les leaders sont devenus charismatiques, sont devenus de plus en plus rares. Dans certains cas même ou dans certains environnements, on les cherche. Et donc, de ce point de vue, on va se rendre compte qu'on est un véritable leader parce qu'on a de bons followers. Et le middle, c'est-à-dire les collaborateurs intermédiaires, jouent à ce moment un rôle indispensable. C'est eux qui préparent la décision, c'est eux qui font parfois la veille. Alors, si vous avez de mauvais collaborateurs, vous allez forcément prendre de mauvaises décisions. J'ai même envie de dire que la qualité du leader se lie à travers la qualité de ses collaborateurs. Vous avez un mauvais leader, sachez qu'en réalité, il a de mauvais collaborateurs. Bon, les gens vont dire non, ils ne nous consultent pas. C'est la relation finalement qui se noue entre les deux qui font la qualité du leadership. Alors, vous avez suivi, Mme Toleng a insisté sur un ensemble de compétences. Il faut savoir communiquer, il faut avoir une écoute active, il faut être responsable, il faut prendre des décisions. Il y a des leaders qui ne savent pas prendre des décisions. Il faut savoir être éthiquement irréprochable. J'ai envie de dire que c'est une valeur qui nous manque de plus en plus. Il ne faut pas détourner le budget. Je suis désolée de le dire aussi brutalement. Vous détournez le budget, vous perdez votre carrière. On va conclure. Dernière astuce, merci, dernière astuce, il faut s'informer, il faut se former et il faut se faire accompagner. Alors, le décret ne fait pas de vous un homme intelligent, je suis désolée. Il fait de vous un homme responsable d'une structure. Et donc, de ce point de vue, rassurez-vous au moins que vous avez toute l'information, vos collaborateurs doivent vous les donner. Vous pouvez vous former, vous auto-former, c'est le cas de Fondé qui est là. Vous pouvez vous faire coacher, vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez vous faire également mentorer. Vous avez autant d'outils qui vous permettent en réalité d'être au point de votre compétence. Mais j'insiste et je finis là, Alain Blaise, en disant que la formation dont nous parlons, mais là, nous parlons des formations en management. Parce que être manager, c'est un métier. Nous prenons 7 ans pour former un médecin. On a besoin de temps pour former un manager. Le management ne s'improvise pas. C'est d'abord une activité de cohérence, d'alignement et de discipline. Voilà, Alain Blaise, les attitudes observées et les astuces que nous avons formulées et nous restons disponibles pour la suite de la conversation. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Vraiment, merci beaucoup. J'ai noté, je vais récapituler les 5 astuces. Astuce numéro 1, s'approprier l'organigramme ou comment délimiter mon territoire organisationnel. J'ai noté astuce numéro 2, faire le point des résultats attendus. Astuce numéro 3, faire le point des ressources humaines et de l'irréputation de l'entreprise. Astuce numéro 4, prendre les commandes de la structure en construisant une vision de transformation. Et enfin, astuce numéro 5, conduire son projet, faire preuve de leadership et agir avec impact. Est-ce que j'ai bien résumé les 5 astuces? Très bien, vous avez plutôt été très fidèle. Très bien. Alors, j'ai noté, nous pointons à 121 participants à notre webinaire à l'heure actuelle et je me suis amusé à rentrer un peu dans la liste et j'ai reconnu quelques personnalités de haut rang qui sont avec nous, qui auront probablement envie d'intervenir tout à l'heure. Je voulais, avant la phase des échanges, dire 1 ou 2 mots sur mon expérience personnelle, qui ne suit peut-être pas le canevas
très scientifique qui vient d'être présenté par Viviane, mais qui rend compte quand même de situations où on a effectivement, je ne vais pas dire un vent de panique, mais parfois de l'anxiété à se demandant si on réussira à la mission pour laquelle on a été appelé. Je voudrais commencer par une précision. Les différentes responsabilités majeures auxquelles j'ai eu à faire face ne sont pas venues au terme d'une nomination, dans le sens où elles m'ont surpris. Et ça a toujours été des recrutements sur la base d'échanges préalables et qui ont abouti à ce que j'accepte le défi qu'on me proposait. Mais j'ai remarqué que le défi qu'on me proposait, c'était sur un profil précis que j'avais, mais quand je prenais la fonction, je devais découvrir d'autres facettes pour lesquelles il fallait que je sois formé. Et donc, de manière très claire, quand je parle, par exemple, du groupe Mutation pour le GICAM, oui, je suis le président du GICAM d'alors m'a capté parce que j'avais un certain profil en termes de connaissance des milieux politico-administratifs de Yaoundé, des connaissances de la presse, mais après, il a fallu que je gère autre chose. La qualité de la relation entre l'association et ses multiples adhérents qui atteignaient parfois le millier, et même cette fois-là, systématiser et rationaliser la relation entre le secteur privé et le secteur public, le fameux dialogue public-privé, mais pour lequel, heureusement, le BIT offre des formations qui permettent rapidement de se mettre à niveau. Mais après, il a fallu également que je me rende compte, au moment où j'ai pris connaissance de l'organigramme, que le secteur, par exemple, de l'économie, qui est un secteur central au GICAM, n'était pas assez fourni. Et j'ai fait la proposition au président de renforcer ce secteur et on a procédé à un appel à candidature. On a recruté de nouveaux économistes, ce qui nous a permis de rester dans l'un des fonds de métier du GICAM, qui est les analyses économiques, les notes de conjoncture. Quand je prends l'exemple de Orange, oui, j'ai été identifié sur la base d'un certain profil, mais Orange, c'est d'abord une société de télécommunications. Je n'avais jamais fait d'études en télécommunications, je n'avais jamais fait d'études spécifiques en réglementation. Et pourtant, dans ma direction, on m'a confié tout le secteur de la réglementation. Et donc, rapidement, 2 semaines après ma prise de fonction, j'ai dû aller à Paris faire une formation spécifique qui m'a pris 1 mois, mais qui m'a permis quand même de mieux comprendre les enjeux autour du secteur des télécommunications. Et lorsque je vais discuter aujourd'hui avec les partenaires, je sais au moins de quoi je parle et je continue à me bonifier à travers des lectures pour mieux comprendre l'actualité autour de cette question-là, les derniers avis de l'IUT et tout le reste. Donc, pareil, hein, au niveau du comité consultatif d'orientation du port de Kribi, j'arrive sans avoir aucune connaissance des métiers de la place portuaire. Mais j'arrive dans un comité où tous les autres me font confiance sur d'autres éléments de mon profil qui sont des éléments de management, de rassembleur. Mais après, il faut que j'apprenne le métier pour pouvoir arbitrer lorsqu'il y a des problèmes qui se posent, parce que nous sommes dans un organe qui doit aider la direction générale du port autonome de Kribi à prendre les bonnes décisions en préservant l'harmonie autour de la place portuaire. En résumé, j'ai donc pu me rendre compte que diriger et bien gérer, c'est faire prendre des décisions par d'autres personnes que ce soit, c'est-à-dire ses collaborateurs, en les mettant en confiance et en assumant cette décision-là. Et donc, de mon point de vue, il ne faut jamais avoir peur de s'entourer de gens compétents, de gens brillants, parce qu'ils vous font briller et vous les faites briller. Si vous voulez vous entourer de médiocres parce que vous voulez briller seul, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne connaissez pas tout et vous allez vous planter. J'ai également appris dans les formations complémentaires ce qu'on appelle la Customer Touch, l'expérience client, qui permet d'allier ce que les anglo-saxons appellent les P&T. P pour personal, T pour technical. Oui, il faut avoir des compétences, des connaissances techniques,
mais il faut avoir des relations personnelles ou interpersonnelles qui vous permettent d'agir avec les différentes parties prenantes en inspirant la confiance et en essayant de prendre les décisions pour le bien de l'entreprise. C'est quelques éléments d'expérience que je voulais partager avec l'ensemble des internautes avant de passer à la phase d'échange qui nous prendra 15 à 20 minutes compte tenu du temps qui a été imparti. Je vais donc demander, selon les formules habituelles, si les gens peuvent lever la main ou glisser leurs questions sur la partie de l'écran réservée à cet effet, et on en sélectionnera quelques-unes en avançant un peu. Bon, là, pendant que les gens se manifestent, si tu permets que je fasse juste un petit commentaire de ton intervention oui, bien sûr, de tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. C'est qu'il y a un mot qui revient. Un mot qui revient avec insistance, c'est formation. Et moi, j'apprécie parce que ce dont nous parlons en réalité, c'est la formation au métier du gestionnaire. Et c'est important de comprendre qu'on ne gère pas par intuition. Et donc, lorsqu'on est nommé gestionnaire, derrière cette fonction, il y a un ensemble de compétences. J'ai envie de dire qu'en réalité, c'est un peu comme si vous demandez à quelqu'un d'aller au bloc opératoire et qui ne sait pas comment utiliser même les instruments. Donc, lorsque vous êtes nommé, le premier réflexe qu'on vous dit, il faut vous informer au moins de ce que c'est que la gestion. Parce que parfois, lorsqu'on rencontre des gestionnaires, ce n'est pas de leur faute, ils ont un itinéraire très hiérarchique, très vertical. C'est-à-dire que s'ils ont été médecins, ils ont été médecins pendant 10 ans, 20 ans, et puis on leur demande d'être directeur d'hôpital. Ils n'ont jamais parfois fait de formation, même continue, même de 3 heures en management. On se dit, c'est une belle promotion parce que vous avez brillé dans votre métier, vous vous êtes fait remarquer, mais sachez que lorsque vous arrivez là, il y a information et formation. Et c'est pour ça que nous ne faisons pas l'économie de ces deux préalables. Et vous avez bien fait de le mentionner à tous les postes. Il faut s'informer, il faut se former. Merci beaucoup. Donc, on va passer aux questions. Le premier intervenant va être M. Emeran Joseph Evega, qui souhaite poser une question. Vous ouvrez votre micro, vous posez votre question et puis vous refermez le micro juste après. Monsieur Emeran Joseph Evega. Il a visiblement des soucis avec son micro. Emmanuel Numbisingankam, l'un des panélistes de la première édition du webinaire, est avec nous. Il a levé la main. Je lui donne la parole. Emmanuel. Tu es sur mute, Emmanuel. Voilà. OK, je pense que ça va. Vous m'écoutez là maintenant? Oui, je pense que mon micro était sous contrôle des organisateurs. Là, maintenant, c'est ouvert, je suppose. Je ne sais pas si vous m'entendez. D'accord. Écoutez, merci Alain Blaise. Ce n'est pas en fait une question que je voulais poser, c'est juste un petit commentaire et une contribution. Dans les présentations qui ont été faites, on a beaucoup insisté, et Viviane particulièrement, sur la nomination. C'est un modèle et un schéma très propre, peut-être à l'administration publique ou privée camerounaise. L'expérience que j'ai eu une forte expérience du secteur privé camerounais, mais également une expérience à l'international dans une institution comme la Banque mondiale, où j'ai passé une vingtaine d'années. Il n'y a pratiquement pas de nomination. Les positions, notamment les positions managériales, sont ouvertes à la compétition. Directeur des opérations en Afrique australe, à chaque fois, il faut compétir. Et dans la compétition, vous avez des collègues que vous côtoyez tous les jours, dont certains sur le plan
techniques et opérationnels ont plus d'arguments que vous. Mais il faut pouvoir trouver d'autres arguments qui vont au-delà des connaissances et des capacités opérationnelles. Et c'est là où intervient le profil du manager. Comme Viviane l'a dit, on peut avoir sur le plan opérationnel le meilleur profil technique du monde, mais sur le plan managérial, être un piètre manager ou bien un piètre leader. Donc, je voulais tout simplement dire que oui, c'est vrai, nous avons un modèle de promotion et de désignation aux positions managériales, nous qui sont discrétionnaires à celui qui signe le décret, mais dans d'autres contextes également, il faut pouvoir montrer face à un panel, face à une hiérarchie, face à un certain nombre de filtres qui sont constitués pour la sélection, votre propre capacité non seulement technique, mais également managériale, mais également des capacités de leadership. On n'a pas beaucoup insisté sur la capacité de leadership. On peut être un très bon manager, mais un piètre leader. Et il faut pouvoir allier les deux, les capacités managériales, mais également les capacités de leadership. Et j'ai bien aimé ce qu'Alain Blaise a dit tout à l'heure, faire le travail d'équipe, pouvoir mettre les autres autour de soi en capacité de manière à ce qu'ensemble, on avance en équipe. Donc, je voulais partager ce témoignage et partager cette expérience que personnellement j'ai eue à l'international. Il faudrait peut-être que de plus en plus dans nos administrations, notamment dans nos administrations publiques et privées, qu'on passe à autre chose. Parce que le pouvoir discrétionnaire de nomination, nous l'avons vu dans notre contexte, ça nous a souvent amené à des piètres sélections qui aboutissent à des résultats catastrophiques. Donc, je m'arrête là, nous n'avons pas beaucoup de temps, laisser l'opportunité aux autres de pouvoir s'exprimer. Merci de l'invitation à participer à cette webinaire. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça a été un plaisir pour moi de te retrouver sur cette plateforme et j'espère ne pas attendre le prochain webinaire du professeur Viviane Ondouabiole pour te revoir. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, je vois M. Ebopierre. M. Ebopierre, ouvrez votre micro et faites vos observations. Monsieur Ebopierre, est-ce que la technique peut permettre à Monsieur Ebopierre d'ouvrir son micro? C'est toi qu'on appelle là.